Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Le site historique et archéologique de Chella, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, n'en a pas fini de livrer ses secrets. La semaine dernière, une équipe d'archéologues marocains, de doctorants, de techniciens de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine INSAP, sous la direction du professeur Abdelaziz El Khayari, y a fait une découverte aussi importante que passionnante. Il s'agit entre autres des premières structures de la ville maurétano-romaine de Salah et du quartier portuaire antique de cette ville. Pour en savoir plus sur cette découverte archéologique majeure, sur ce qu'elle nous révèle, sur notre passé, sur le passé du site et sur le travail mené par les équipes de l'INSAP, nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau le professeur qui a dirigé les fouilles et les recherches sur le site depuis des mois, l'archéologue Abdelaziz El Khayari, professeur d'archéologie antique à l'INSAP. Professeur, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci et je tiens à vous féliciter pour cette belle découverte qui a fait le tour du monde. Avant de parler de la découverte en elle-même, parlez-nous de ce site de Chella ou de Salah et de son importance. Donc, la ville maurétano-romaine de Salah est une ville très importante qui se trouve sur la côte atlantique. Donc, même si elle est un peu en retrait, elle se trouve à l'intérieur des terres, mais on peut la considérer comme une ville maritime. C'est une ville qui a été fondée, en fait, à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, et elle a continué à exister jusqu'au 5e, voire jusqu'au 6e après Jésus-Christ. Donc, elle a vécu 6 siècles à peu près. Et donc, cette ville a été tout au long de son histoire ouverte au commerce méditerranéen. Elle était entièrement insérée dans les circuits commerciaux de la Méditerranée. Bien sûr, via son port antique qui était très, très actif. Il y avait des bateaux qui venaient de partout. On témoigne bien sûr les importations de matières de luxe qui ont été retrouvées dans le site de Chella. Oui. Alors, on va parler de cette découverte parce que ce n'est pas dans l'enceinte de Chella, c'est en dehors de l'enceinte ou des murailles. Où est-ce que vous avez effectué les fouilles? Effectivement, ces fouilles archéologiques ont été réalisées à l'extérieur de l'enceinte mérénide dans 2 points différents. D'abord autour d'un lieu dit Ain Ajenna, et l'autre point, c'est un lieu qui s'appelle Melalah, les Salines. Donc on a fait des fouilles dans ces 2 endroits. Mais qu'est-ce qui vous a, en tant qu'archéologue ou que spécialiste de l'archéologie antique, comment vous savez ou vous devinez, vous avez des doutes qu'il peut y avoir des sites archéologiques dans tel ou tel endroit? Est-ce que vous êtes allé directement ou est-ce que vous avez tâtonné un peu tout autour? On n'a pas tâtonné du tout parce qu'on savait que la ville de Salah ne pouvait pas se limiter à l'intérieur de l'enceinte mérénide. D'accord. Donc il devait s'étendre, continuer jusqu'à la plaine alluviale. D'accord. Donc ça, c'était une certitude. Alors maintenant, rassurez-nous, toute la zone qui entoure le site de Chella, j'imagine que c'est une zone maintenant qui est protégée et où il n'y aura pas de construction. Bien sûr, maintenant c'est une zone archéologique, c'est une zone qui va être explorée pendant plusieurs années. Oui. Donc c'est une zone très très importante. Peut-être elle nous réserve des surprises et de belles découvertes dans l'avenir. Oui, on l'espère en tout cas. On va maintenant aller dans le fond du sujet. Quelle est l'importance de cette découverte, celle de la semaine dernière, et pourquoi elle est considérée comme une découverte archéologique majeure? Qu'avez-vous découvert exactement? Alors, on a découvert plusieurs choses. Donc, dans le premier endroit, le premier lieu qui s'appelle Ain Ajenna. Ain Ajenna, Ajenna qui signifie, c'est un terme berbère qui signifie ciel. Donc, c'est la source du ciel. Et donc, dans ce lieu-là, on a découvert un grand établissement thermal, c'est-à-dire un grand établissement thermal qui serait le plus grand établissement du Maroc antique. Donc ça, c'est très important. Du Maroc antique, ça c'est très important. Déjà, on a dégagé presque ou un peu plus de 2000 mètres carrés. Et cet établissement n'est pas encore entièrement dégagé
entièrement fouillé. Oui. Donc cet établissement a été construit probablement au début du IIe siècle après Jésus-Christ. Du deuxième. Du deuxième. Et il a continué d'exister, de fonctionner jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ. C'est un établissement qui était somptueusement décoré. Il est bien construit et il était somptueusement décoré. Les murs étaient revêtus de fresques d'enduit peint. Les sols étaient revêtus de plaques de marbre. C'est des choses là que vous pouvez découvrir et des conclusions que vous pouvez tirer sur la base de ce que vous trouvez. Oui, exactement, sur ce qu'on trouve au cours de la fouille. Est-ce que vous pouvez vous reconstituer en 3D ou... Bien sûr, bien sûr. Donc, je vais d'abord finir ce qu'on a trouvé dans cet établissement. Donc, on a trouvé, bien sûr, des fragments de statues. On a trouvé une très belle statue de marbre. Et donc, on la voit ici. Il lui manque que la tête et les bras. Voilà. C'est une statue qui représente une divinité, une déesse romaine, donc il lui manque la tête et les bras. Donc vous ne pouvez pas identifier pour le moment. Il y a certains indices qui vont peut-être nous aider à identifier surtout les cheveux qu'on ne voit pas sur la photo. Oui. Et on va peut-être identifier l'identité, on va identifier la divinité. Alors, je sais que ce n'est pas tout, mais ce n'est pas tous les jours ou tous les 10 ans qu'on découvre une statue dans un état de conservation comme ça. Bien sûr, c'est une œuvre d'art et c'est la première statue qu'on découvre depuis les années 60. Depuis les années 60. Parce que ce type d'objet, on ne le trouve pas quotidiennement. Ben oui, et cette statue, vous m'aviez dit tout à l'heure quand on discutait, professeur Khayari, que probablement elle a été sculptée par des sculpteurs grecs. Peut-être c'est une statue qui est importée, elle est sculptée dans du marbre qui est importé, donc peut-être elle a été sculptée, faite par un artiste grec ou un artiste romain. Mais de toute façon, il provient peut-être de, par exemple, la statue de Ptolémée qui est maintenant conservée au musée de l'histoire et des civilisations. C'est une statue qui a été sculptée par un artiste grec et le marbre qui a été utilisé provient du Pentélique. Oui. Ce sont des carrières qui se trouvent à côté de la ville d'Athènes, en Grèce. Alors, on a parlé des bains, de la nécropole, mais il y a aussi autre chose. Il y a autre chose. On a identifié également le système défensif de la ville, c'est-à-dire qu'on a retrouvé un tronçon de la muraille qui entourait la ville de maurétano-romaine de Salah. Oui. Et cette muraille correspond probablement à celle qui a été mentionnée par une inscription importante, une inscription latine qui est aujourd'hui conservée au musée archéologique, au musée de l'histoire et des civilisations arabes. Et cette inscription est datée de 144 après Jésus-Christ. Donc, si ce tronçon de muraille correspond à cette muraille mentionnée de cette inscription, on a pratiquement la date exacte de la construction de cette enceinte. Comment vous arrivez à dater, pour nous profanes, est-ce que c'est le carbone 14 ou il y a d'autres moyens de datation? Oui, on utilise bien sûr le carbone 14 pour tout ce qui est organique. Par exemple, charbon de bois, les ossements humains, même les ossements des animaux, etc. Mais pour les constructions, pour les couches archéologiques, on a d'autres méthodes pour avoir des données chronologiques. On se base sur le mobilier récolté au cours de la fouille, parce qu'on retrouve toujours de la céramique et les vases céramiques nous permettent de dater, parce qu'on connaît les dates de ces vases céramiques, c'est-à-dire à quel moment ils ont été importés, etc. Et donc ça nous permet en fait de dater les constructions, les monuments, les vestiges qu'on retrouve. Alors, c'est très important parce que les équipes que vous avez supervisées, c'est un staff, des équipes 100% marocaines? Bien sûr, c'est une équipe 100% marocaine. 100% marocaine. Alors, avant de passer à la souveraineté, qui est votre objectif aujourd'hui, on va en parler. On va parler de ces équipes. Vous étiez combien à peu près et comment vous avez procédé? Parce que les fouilles ont duré 4-5 mois 4 mois. 4 mois. Les fouilles ont duré 4 mois et l'équipe qui a supervisé en fait, ces fouilles archéologiques était marocaine à 100%. Et donc cette équipe comprenait des archéologues, des techniciens et surtout des doctorants. Parce que ce chantier se veut un chantier école pour la formation
de jeunes Marocains, de jeunes cadres, de jeunes chercheurs, parce que là, on doit préparer la relève, bien sûr. Oui, vous avez parlé de souveraineté. Pourquoi c'est important que ce travail, les travaux archéologiques, soient menés par des staffs marocains à 100%? Bien sûr, parce que l'archéologie, c'est une science sociale. Et l'archéologie, elle a des liens, elle porte bien sûr, elle a des liens avec l'histoire, Oui. avec l'identité, avec le passé, etc. Il faut que les Marocains s'occupent de l'interprétation et de l'explication de ce passé, de cette histoire, etc. Et de l'interprétation des découvertes. Oui. Donc c'est très important pour notre histoire, pour notre civilisation. Oui. Et on doit bien sûr assurer cette souveraineté. Oui, je sais qu'il y a la majorité des archéologues ont beaucoup d'éthique, mais il est déjà arrivé, on le sait, qu'il y ait des pillages, parce que des fois la curiosité scientifique peut pousser un archéologue étranger ou à prendre une pièce, et c'est déjà arrivé. Il y a beaucoup de pièces qui ont traversé les frontières et qu'on n'a pas encore récupéré. Il y en a qu'on a récupéré, mais est-ce que c'est toujours un problème, ce pillage de pièces archéologiques? Moins aujourd'hui. Moins aujourd'hui, parce que quand même les Marocains commencent bien sûr à être de plus en plus conscients de leur patrimoine archéologique, de leur passé, etc. Donc je pense que ce pillage est probablement très limité. Oui, c'était par le passé. Alors, vous n'allez pas vous arrêter, vous l'avez dit, en si bon chemin. Je pense savoir que les fouilles se poursuivent. Bien sûr, les fouilles vont se poursuivre. En 2024, on va reprendre les fouilles archéologiques à partir du mois de mars pour continuer, pour approfondir en fait la recherche, pour finir, parce que par exemple pour l'établissement thermal, oui. cet établissement n'a pas été entièrement dégagé. Et donc on doit continuer la fouille pour connaître ses limites et pour connaître d'autres composantes, parce qu'on suppose la présence d'une grande palestre, c'est-à-dire un espace dédié, palestre destinée aux exercices sportifs, parce qu'un monument comme ça, il devait absolument avoir une palestre. Donc c'est une mine d'or. Vous avez des pistes, vous savez qu'il y aura. Est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'en termes de moyens, est-ce que l'INSAP ou le Maroc a ce qu'il faut pour mener des fouilles d'une telle ampleur? Bien sûr, on a suffisamment de moyens pour faire les fouilles archéologiques, pour faire des études, des analyses, etc. Donc on est entièrement indépendant. Oui. Alors, il y a bien sûr le site en lui-même. Maintenant, on sait, il est protégé. Vous m'avez dit qu'il y a cette statue qui est bien conservée. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des débris. Oui, on a découvert plusieurs fragments éparpillés dans différentes pièces de l'établissement qui appartenaient à d'autres statues en marbre, bien évidemment. Et si on continue la fouille de cet établissement, on retrouvera peut-être des statues entières, on retrouvera peut-être des mosaïques, etc., parce que le monument n'est pas encore entièrement fouillé. Ah, c'est passionnant. Alors, où ira cette statue? Bien sûr, sa place dans un musée. Cette statue doit être admirée par tous les citoyens marocains, etc. C'est une œuvre d'art, elle doit être exposée dans un musée. Mais avant, j'imagine que vous allez l'examiner sous toutes les facettes, donc vous allez la garder à l'Institut un moment. Pour étude, on doit la garder pour l'étude, on va essayer d'identifier la statue, on doit travailler sur le marbre pour déterminer l'origine de ce marbre, etc. Et après, ça va être bien sûr exposé dans un musée. Oui. Alors, nous avons remarqué ces dernières années qu'il y a eu de nombreuses découvertes de grande importance. Parce que la dernière découverte dans la région de Essaouira, il y a celle-là. Et là, on sent que l'archéologie se porte bien. Quel est le secret de cette belle et nouvelle dynamique? Eh bien, cette dynamique, c'est le fruit en fait, c'est le fruit de plusieurs années d'investissement, surtout dans le domaine de la formation. Oui. Parce que l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine existe depuis 30 ans. Et donc,
elle est parvenue à former plusieurs spécialistes, plusieurs experts, etc., dans le domaine de l'archéologie. Et maintenant, on a suffisamment de ressources humaines, on a suffisamment de moyens pour ouvrir des chantiers partout au Maroc, pour faire de belles découvertes comme celle qu'on a eues à Chella. Alors, c'est des découvertes, on va dire là, pour le grand public qui sont spectaculaires, parce que quand il y a des petites pièces, nous on ne s'en rend pas compte, mais quand c'est comme ça, quand ce sont des sites ou c'est des statues, ça peut aussi faire naître des vocations. Je sais qu'il y a des archéologues, mais peut-être en avoir plus, agrandir avoir plus de promotion, plus de... Est-ce que vous pensez que ça va faire naître des vocations? Est-ce que l'archéologie aussi, ces dernières découvertes, devraient être intégrées dans les cursus scolaires, primaires, enfin, collège ou lycée, et que ça peut nous donner de nouvelles passions et des vocations? Bien sûr, ça c'est votre rôle, c'est le rôle des médias. On doit bien sûr vulgariser ces découvertes, on doit expliquer, etc., aux citoyens. Et comme ça, on peut susciter, comme vous le dites, des vocations, etc., et susciter un intérêt pour l'archéologie. Oui. Donc déjà pour ces découvertes, pour l'établissement thermal, parce qu'il y a des choses qui ont disparu, il y a des choses qui ont été arrachées, mais on va travailler sur des reconstitutions 3D pour pouvoir montrer aux citoyens comment cet établissement était à l'origine, etc., etc. Donc on va faire, bien sûr, on va faire des visites au profit des étudiants de l'INSAP, des étudiants de l'université, sur le site, sur le chantier, pour leur expliquer, pour les inciter, bien sûr, à s'intéresser de plus en plus à l'archéologie. Alors ça nous ouvre l'appétit, c'est la dernière question. Est-ce qu'il y a d'autres régions au Maroc ou d'autres sites, parce qu'il n'y a pas que Chella, qui sont susceptibles de cacher des trésors comme celui-là? Est-ce que vous... Bien sûr, il y a déjà les principaux. Déjà pour la période antique, il y a plusieurs sites comme Volubilis, comme Lexus, comme Tamouda, comme Banassa, etc. Il y a plusieurs sites où on peut ouvrir des chantiers et où on peut faire bien sûr des découvertes intéressantes. Donc vous pouvez mener comme ça des fouilles en parallèle, mais pour ça il faut justement qu'il y ait assez de ressources humaines, parce que ça prend beaucoup de temps. Oui, ça prend du temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a suffisamment de spécialistes et de chercheurs pour ouvrir nos propres chantiers. Et aussi, on a suffisamment de moyens. Le ministère de la Jeunesse, de la Culture, de la Communication peut bien sûr financer ces chantiers, ces fouilles. C'est le ministère qui a financé tous les travaux qui ont été faits dans le site de Chella. C'est le ministère qui est derrière ces découvertes. Donc, sans le soutien financier du ministère, on n'aurait pas fait ces belles découvertes. C'est encourageant, parce que quand on fait une découverte pareille, ça nous encourage. Ça encourage à aller plus loin, à investir plus dans les travaux archéologiques, l'archéologie antique ou autre. Merci beaucoup, professeur Abdelaziz El Khiari, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes archéologue, professeur d'archéologie antique, et que vous avez mené les travaux qui ont conduit à cette très belle découverte de cette cité portuaire antique. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est moi. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.